Bonsoir à tous et bienvenue à cette réunion publique. Merci d'être présents ce soir. Je salue la présence des conseillers et des conseillères de quartier et des élus. Je vous prie de bien vouloir excuser Madame Marie Offray, présidente du conseil de quartier, qui ne pourra pas assister ce soir et je la remplace exceptionnellement. Lors de la préparation de cette réunion publique, les conseillers de quartier ont choisi comme ordre du jour la présentation du projet Miolis, la présentation de l'Agence spatiale européenne, le plan local d'urbanisme. Nous allons donc commencer par la présentation du projet Miolis avec Monsieur Jérôme Pinault, directeur stratégie et projet immobilier, Monsieur Garnier, chef de projet, et Monsieur Nantois et Monsieur Viti, architecte. Je vous laisse la parole. Bonjour, ça marche? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc moi je suis Jérôme Pinault, donc comme il a été dit, directeur de projet à la DRIEAT, qui est le maître d'ouvrage de cette opération. La DRIEAT, c'est la direction. Vous m'entendez bien là comme ça? La DRIEAT, en fait, c'est la direction régionale d'Île-de-France de l'aménagement, de l'environnement et des transports, qui appartient au ministère de la Transition écologique. Je suis accompagné donc de messieurs Garnier, de l'entreprise SPI Batignolles, qui est l'entreprise donc, qui va réaliser notre opération, et de messieurs Nantois et Viti, architectes de cette opération. Alors, pour vous présenter très rapidement le contexte et l'objet de ce projet, qui a déjà été évoqué lors d'une réunion du conseil de quartier au mois d'octobre dernier. À l'époque, nous étions en visioconférence, on n'était pas en présentiel, réunion à laquelle nous avions présenté les enjeux de notre projet et la démarche de concertation que nous accompagnons avec ce projet. Et depuis cette présentation, donc, s'est tenu au mois de novembre le jury qui a permis de désigner le lauréat qui pourra réaliser ce projet. Et un marché a été passé avec le groupement donc, SPI et les architectes AIA pour établir un marché global de performance permettant de mettre en œuvre ce projet, qui a déjà été présenté lors d'une réunion publique que nous avons conduite le 2 février en présence de M. Goujon et du préfet Goblet, préfet de région. Nous allons donc très prochainement également lancer, je vais en dire quelques mots à la fin, des ateliers de concertation autour de ce projet pour entendre et écouter les riverains, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur que d'associer la population à ce projet. Sur son calendrier, donc, il est prévu cette année 2022 de la consacrer à l'élaboration du projet définitif pour pouvoir déposer un permis de construire au mois de juin. Un permis de construire qui sera obtenu à la fin de l'année 2022 et qui permettra de démarrer les travaux d'ici un an, en avril 2023, et des travaux qui seront sur une durée de 2 ans pour aménager de nouveaux sites à l'été 2025. Donc pour présenter très rapidement le site, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc c'est ce site de la rue Miolis qui est au 21 rue Miolis et qui accueille actuellement donc les services de la DRIEAT, mais également des services de la Direction régionale de la protection de la jeunesse qui appartiennent au ministère de la Justice. Donc est organisé sur un grand îlot qui occupe 3 bâtiments principaux, les bâtiments A, B et C que vous voyez sur cette diapositive. Et qui représente pas moins de 14 000 m² de surface de plancher. Donc on va agrandir ce site pour venir accueillir d'autres services, pour en faire finalement un pôle administratif au sein du 15e arrondissement, et on accueillera des services de la DRIEX, qui est la Direction régionale de l'emploi, pour en fait rénover près de 10 000 m² de surface de plancher existante, et pour agrandir le site et créer 5 700 m² de surface supplémentaire. Donc le programme qui consiste à une réhabilitation lourde de ce site, puisqu'en fait on va rénover l'essentiel des bâtiments, les 2 bâtiments principaux qui vont être complètement rénovés pour pouvoir agrandir cette capacité d'accueil, réaménager le hall d'entrée, les espaces d'accueil, des salles de réunion. Il y aura une cafétéria aussi à usage donc des agents qui travailleront sur ce site, un restaurant du personnel qui va également être agrandi, des locaux sociaux qui accompagnent aussi ce pôle administratif,
un pôle de logistique. Et nous allons avoir plus de 1000 postes de travail qui vont rejoindre donc, ce site. Actuellement, il y a à peu près 600 postes de travail, 600 agents qui y travaillent. Donc il y aura 400 agents supplémentaires qui le rejoindront. On a ajouté à ce programme aussi la création d'une crèche de 20 berceaux qui sera à la fois pour les usagers du site, pour les agents, les fonctionnaires qui travailleront, mais qui pourra être aussi également ouverte au quartier, puisque cette crèche pourra aussi bénéficier aux habitants du quartier. Donc c'est un projet qu'on porte avec une forte ambition, parce qu'on est le ministère de la Transition écologique. On se doit aussi d'être assez, je dirais, exemplaire dans les projets et les bâtiments qu'on construit ou qu'on rénove. Donc dans les éléments du programme, on a un objectif très ambitieux de performance énergétique qui est à terme de réduire considérablement les dépenses en termes d'énergie et de créer un bâtiment performant avec des labels basse consommation, une labellisation aussi bâtiment durable pour s'inscrire à la fois dans cette question de maîtrise de dépenses énergétiques et puis de limiter fortement les émissions à gaz à effet de serre et donc d'avoir un bâtiment performant de ce point de vue-là. La forte ambition qu'on porte aussi, évidemment, c'est d'avoir un projet de qualité. C'est pour ça qu'on fait appel à des équipes donc, professionnelles d'architectes avec une bonne insertion dans son environnement urbain pour avoir un projet qualitatif et qui bénéficie aussi à la revalorisation du quartier. Donc je vais passer maintenant la parole au groupement donc, entreprises architectes qui vont nous présenter le projet qui a donc été retenu au concours qui s'est lancé l'an dernier. Bonsoir à tous, Clément Garnier, chef de projet pour SPI Batignolles. Donc on est mandataire de ce groupement de maîtrise d'œuvre et d'architectes pour la conception du projet qu'on a mené l'année dernière en phase concours avec Aya Architectes et Phileas Architecture. Voilà, qui était appuyé par les services Aya Ingénierie, Aya Environnement, également pour la maintenance Eneor et Vigilis. On a aussi une partie en construction bois. Toutes les extensions neuves sont faites principalement en structure bois avec l'entreprise Matisse. Voilà, on a développé ce projet conjointement avec Aya. Donc là, suite à l'attribution de ce marché, on travaille actuellement de concert sur la définition plus précise du projet. Voilà, que je vais laisser présenter par Aya. Merci. On va le présenter ensemble, si tu veux. Donc le projet, pour être synthétique, effectivement, il y avait déjà une ambition forte de s'inscrire dans un environnement très constitué, donc de renouveler le dialogue entre le bâtiment existant et la rue Miolis, notamment. Et ça, c'est passé par une ambition forte qui était de ne pas densifier, de ne pas surélever le bâtiment, mais de rester dans le gabarit actuel et plutôt de travailler la densification à l'intérieur du site, d'accompagner cette réflexion sur l'insertion du bâtiment par un fort engagement au niveau de l'ambition paysagère environnementale, notamment avec la conservation et même l'augmentation de la surface végétalisée. Ça, c'est un point assez fort du projet. Au regard de la ville, au regard effectivement de la performance énergétique du bâtiment, ça a été un point assez fort dans toute l'approche d'ingénierie autour des systèmes que l'on peut mettre en place. Et puis évidemment une attention forte portée aux usagers, à la qualité des espaces que l'on propose, des espaces de bureaux, mais de l'ensemble des espaces qui tournent, qui accompagnent la vie de ce site. Et comme ça a été présenté, le restaurant, mais tout au fond, voilà, tout ce qui qualifie le temps du travail. Et puis sur les parties finalement déjà de valoriser tout ce qui existe et de déconstruire uniquement le nécessaire. On est bien dans cette logique de travailler avec l'existant et d'intervenir là où il faut sans forcément trop intervenir. Donc de tirer parti du maximum de l'existant et de le compléter pour autant, puisqu'effectivement accueillir 400 postes d'agents nouveaux, ça nécessite plus de mètres carrés, et de le compléter par des constructions plus vertueuses sur les modes constructifs, d'utiliser le bois, d'utiliser des matériaux biosourcés, et d'être dans cette démarche de limiter l'impact
du geste architectural, y compris en termes effectivement d'émissions de carbone, de gaz à effet de serre, et donc de réfléchir aussi à cette insertion dans le long terme. Donc voilà, c'est un travail, c'est un projet, je ne sais pas si on projette le petit film peut-être, ou comme vous voulez. Voilà, on voit des perspectives. Alors évidemment, le projet est en cours de développement, le projet évolue aussi dans le dialogue que nous avons avec la maîtrise d'ouvrage et les utilisateurs. C'est le processus normal. Je ne sais pas, Dominique, tu veux dire quelques mots complémentaires ? Oui, moi je voulais dire deux choses. Pourquoi il y a eu 4 équipes qui ont été consultées sur ce projet. Et pourquoi la nôtre a été retenue ? Parce qu'on a travaillé selon 2 axes. Le premier, c'est de faire fonctionner un projet au niveau fonctionnel. Hein. C'est un peu nordite, mais je peux vous assurer que ce n'est pas évident avec le nombre de services et les contraintes de liaison entre les différents services que l'on avait. Et 2, nous, on a été, je pense, la seule équipe à vouloir répondre absolument aux engagements que monsieur le maire avait pris envers vous, c'est-à-dire le plus profond respect des environnements et des riverains, qui devait se traduire essentiellement par la non-surélévation du bâtiment. Ce qui a entraîné une densité plus forte sur le site pour respecter ça, et un travail d'autant plus compliqué pour nous, pour faire rentrer tous les éléments du programme dans ce gabarit qui ne devait pas justement poser de problèmes de vue et de nuisances de vue, et enfin par rapport aux riverains. Et c'est pour ça que notre groupement a été retenu, c'est parce que nous avons réussi cette quadrature du cercle qui n'était pas simple, à faire fonctionner le projet dans les engagements qui avaient été pris envers vous. Voilà. Donc voilà, quelques extraits des vues. Effectivement, il y a tout un travail assez important sur les matériaux qui ont été aussi définis pour le projet. Vous connaissez peut-être le projet actuel, donc essayer de renouer un dialogue qui sorte un peu de l'imagerie très tertiaire du site sur la rue, de rester, comme le disait Dominique, dans le gabarit, et de travailler des élévations, des façades, avec une matérialité plus douce, l'usage de la brique en particulier, l'usage du bois et l'usage du végétal, avec vous voyez, la végétalisation de l'ensemble des toitures, ce qui évidemment est quand même pour les riverains aussi une grande qualité. La brique en façade Rumiolis, voilà. La végétalisation des toitures, le renforcement globalement du végétal, à vrai dire, sur l'ensemble du site. Voilà, et ce nouveau jardin, le jardin central, qui accueillera, aussi donner plus de transparence entre la Rumiolis et la perception de l'intérieur de l'îlot, au niveau du hall, et de ce jardin qui sera le jardin d'accueil, on pourrait dire, qui prolonge depuis le hall la vue vers l'intérieur, et qui sera le lieu autour duquel les agents du site pourront trouver tous les services. Voilà. Et effectivement, c'est vrai que c'est un site très intéressant avec cette profondeur et ce dialogue d'un côté Rumiolis et de l'autre côté la rue du Colonel d'Ornano, avec aussi tout un travail sur la végétalisation et le dialogue avec ce que les riverains ont comme ambition de requalification de cette partie. Donc voilà, là c'est une approche Rumiolis, en venant dans le sens, oui non, elle est aujourd'hui, si elle est en sens unique, donc c'est le sens. Donc ouais, vous pouvez voir toute la végétalisation au niveau de la façade, le hall, et qui donne cette vue traversante vers le jardin central, avec un parcours qui s'organise autour de ce jardin et qui mène notamment jusqu'au restaurant. Voilà. Ensuite, la cafétéria qui est un peu en partie centrale. Donc là, on est à la jonction entre les parties réhabilitées et les parties en extension.
Voilà, donc là, ce que vous voyez, le bâtiment qui se trouve devant nous, enfin maintenant sur la gauche, c'est effectivement un bâtiment neuf qui va faire la jonction entre les deux bâtiments existants et qui est avec une ossature bois et une façade en bois. Voilà, et puis là, on est dans la profondeur du site, vers la rue du Colonel d'Ornano au fond. L'objectif, et c'est tout le travail que l'on mène actuellement dans la mise au point, c'est évidemment de travailler aussi avec les espaces paysagers existants et de conserver notamment les arbres. Et puis il y a une petite vue voilà, qui vous montre le site. Et ce principe, on va se retourner et voir le bâtiment vers la rue Miolis, sur lequel, effectivement, on est au gabarit actuel, même si l'image, l'architecture est totalement renouvelée, mais on est au gabarit actuel du bâtiment. Alors pour l'organisation du chantier qui interviendra en 2023, à partir de 2023, on va être un peu à l'image de l'ambition architecturale, c'est-à-dire que sur la rue, on va avoir un minimum de nuisances sur la rue Miolis, parce qu'on va profiter du fait qu'on est sur un site très naturellement fermé par le bâtiment A, qui est non démoli. Les structures sont complètement conservées. On va profiter de ce fait pour simplement restreindre l'emprise sur rue à un échafaudage avec les protections réglementaires le long de la nouvelle façade. Voilà, échafaudage qui évidemment disparaîtra dès lors que la façade sera achevée, donc un peu avant la fin du chantier. Également l'accès actuel qui est un porche, pour les gens qui connaissent le site actuel, un grand porche qui permet de faire rentrer des poids lourds. On va profiter de ça, c'est ce qui veut dire que notre rôle consistera à bien préserver le croisement, à bien surveiller le croisement entre piétons et poids lourds sur cet accès-là. Mais voilà, on limite vraiment le croisement des flux au maximum. Également, voilà, le site est naturellement clos sur les autres voiries. On n'utilise pas du tout d'accès par la rue d'Ornano, c'est totalement exclu. Également, les cantonnements, on va pouvoir profiter des bureaux de certains services dans le bâtiment C qui ne sont pas modifiés. Voilà, ce qui permet de ne pas poser d'Algeco sur rue et nulle part sur la passerelle. On aura évidemment quelques zones de stockage qui également restent dans la parcelle. C'est du stockage provisoire. Hein. La tendance, de toute façon, dans les chantiers de construction, c'est maintenant de fonctionner en flux tendu. Le contexte va faire de toute façon qu'on sera en flux tendu. Voilà, en termes de gestion des nuisances, on sera sur un respect des plages horaires. Il n'y aura pas de plage horaire extraordinaire de prévu. On est sur des phases classiques, des horaires ouvrés de chantier classiques. Le travail le samedi est également, et puis a priori exclu. Il faudrait vraiment qu'on ait des gros aléas à rattraper pour prévoir ça. Également, donc, j'ai parlé de l'accès des poids lourds, et donc tous les chargements, a fortiori, chargement, déchargement des bennes et des camions, se feront dans l'emprise du chantier. Voilà. Donc, si on traduit ça en termes de nuisance pour les riverains, ça sera vraiment simplement un flux de certains camions pour la livraison du béton, la livraison des matériaux, à surveiller au croisement du portail avec les piétons. À ce titre, on met en place un homme trafic et un gardien qui permettent de sécuriser cet aspect-là. Les nuisances exceptionnelles, ce sera cantonné à éventuellement des convois exceptionnels pour le montage de la grue. Il y a une seule grue sur l'opération. Voilà, ça se fait, c'est une opération coup de poing, et c'est des opérations qui sont en concertation toujours avec les services de voirie. Donc ça sera largement, je pense, en termes de communication, largement anticipé.
Voilà, sur la sécurisation du site, en journée, on a toujours un gardiennage et une télésurveillance connectée à un PC sécurité la nuit. Voilà, c'est ce qu'on fait de façon classique sur les chantiers naturellement fermés. Alors, juste pour terminer, quelques mots sur la communication, l'information qu'on a pu donner jusqu'à ce jour sur l'avancement de ce projet et la suite qu'on entend donner sur ce principe de concertation. Puisque, comme on l'a dit, on est conscient qu'on arrive dans un projet qui va être dans un milieu urbain et il est important pour nous qu'on informe au plus près les habitants, les riverains, de toute cette organisation à venir et aussi dans la conception, puisque c'est encore un travail en cours. Il faut savoir que les images que vous avez vues, ce sont les images du concours, donc le travail sur la définition plus précise à la fois des façades, du plan d'aménagement des espaces extérieurs est encore en train de maturer, de travailler, de s'améliorer. Donc cette concertation, on l'a lancée dès l'année 2021 par le biais donc, de plusieurs réunions qui se sont tenues, à la fois avec les voisins directs, la présentation que nous avions faite au Conseil de quartier du mois d'octobre 2021 et des réunions publiques régulières d'information sur l'avancement de cette opération. Nous avons mis en place un site internet interactif qui permet à chacun de s'informer donc, sur l'avancement de cette opération, sur les grands jalons, les grandes étapes, et sur lequel vous pouvez également vous informer sur tous les éléments qui auront pu être communiqués, comme la présentation d'aujourd'hui par exemple, et vous pouvez avoir toutes ces informations utiles et nécessaires pour bien comprendre ce qui se passe sur ce site. Nous avons aussi rédigé une lettre d'information qui va être aussi régulièrement diffusée et déposée dans les boîtes aux lettres des riverains, donc à proximité du site. S'attache aussi à ces étapes de concertation l'organisation d'ateliers, de riverains qui vont permettre de travailler et de concerter sur plusieurs aspects. Le premier, c'est un atelier qui va se tenir très prochainement, le 21 mars, autour des questions de végétalisation du site. Vous avez vu dans la présentation que les équipes ont porté un intérêt particulier au fait que ce projet doit être exemplaire en termes de végétalisation, d'espace vert. Donc un atelier qui se tiendra le 21 mars et pour lequel des possibilités de s'inscrire sont disponibles sur le site internet. Et un deuxième atelier en 2022, vers le mois de mai, qui lui présentera plus précisément les questions d'organisation de chantier pour préciser le timing, les délais, les périodes de travaux et faciliter les échanges le plus possible pendant cette période de chantier avec les riverains. Voilà, on vous remercie beaucoup pour votre attention et si on a peut-être un petit peu de temps, on est disposé à répondre à des questions. Oui, merci de votre présentation. Pour ma part, je voudrais rendre hommage à la préfecture de région que vous représentez, d'une certaine manière, pour l'esprit de concertation, de travail collaboratif très approfondi dans lequel s'est déroulée la préparation de cette réalisation, de cette construction importante, puisque je crois que c'est le projet le plus important, en tout cas en région parisienne, peut-être du plan gouvernemental, et que les choses en plus se sont déroulées à la fois très vite, mais de façon très concertante et très efficace. Pour ma part, et après avoir réuni avec la préfecture d'ailleurs plusieurs réunions de concertation avec les riverains, dont peut-être certains sont présents ici d'ailleurs, l'objectif était non seulement que la construction de mètres carrés supplémentaires sur ce site ne crée pas de nuisance aux riverains, mais qu'au contraire, ça puisse embellir le secteur pour les riverains. Et que, principalement, il n'y ait pas de surélévation des bâtiments. Voilà. Et dans le projet que nous avons retenu, celui qui vient de vous être présenté, je dois dire qu'effectivement, les études qui ont été faites et puis le projet qui vous est présenté correspond parfaitement aux aspirations qui pourraient être celles des riverains et de la mairie, dans la mesure où il n'y a pas de surélévation. D'autres projets prévoyaient des surélévations importantes de 1 ou 2 étages même, tout le long de la rue Miolis. Alors que là, vous avez, vous voyez, un bâtiment qui traverse la parcelle
Et puis, comme on l'a dit, avec une densification à l'intérieur, mais pas de surélévation, ce qui permet évidemment d'atteindre l'objectif que nous souhaitions, c'est-à-dire de ne pas perturber les vues des riverains. Mais aussi de l'améliorer, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles d'assez grande hauteur qui entourent ce site et qui vont, au lieu d'avoir les vues qu'ils ont aujourd'hui sur des bâtiments assez obsolètes et minéraux, d'avoir des vues sur des bâtiments qui seront végétalisés. D'ailleurs, il faudra approfondir un petit peu la végétalisation de la toiture et l'améliorer par rapport à ce visuel qui est assez ancien finalement et qui a été retravaillé par la suite, je le sais d'après ce qu'on m'a dit, pour qu'il y ait finalement une sorte d'espace vert qui soit vu des riverains qui sont notamment rue du colonel Dornano et aussi de la rue Miolis et autres. Donc ça, c'est grâce à la concertation qui a pu s'engager avec la préfecture. Concertation que la préfecture a engagée avec les élus locaux que nous sommes, et la mairie de Paris bien sûr, mais aussi avec les habitants. Et je me souviens très bien que lors de la première réunion de concertation, avant même qu'un projet soit envisagé, c'est ce qui a résulté de façon unanime des discours, des interventions des habitants, c'est-à-dire surtout pas de surélévation. Et la prouesse, parce que c'est un peu une prouesse architecturale de certaine façon, a été réalisée. J'en félicite bien sûr les architectes. Donc pas de surélévation, embellissement, végétalisation du site, insertion urbaine et architecturale assez remarquable, qui va bien sûr améliorer considérablement le front bâti sur la rue Miolis. Comme vous le voyez, il va complètement changer et sera plus doux, plus adapté à ce qui peut être une requalification, ce qu'on peut considérer comme une requalification de cette portion de la rue Miolis. Maintenant, il me reste à obtenir de la ville de Paris, effectivement, mais nous avons déjà des discussions approfondies, une réhabilitation de la rue aussi. Donc là, il y a des projets également, on en parlera le moment voulu, mais une végétalisation de la rue, peut-être une modification des conditions de circulation, de stationnement, arborisation, enfin bref, il y a des choses à faire dans cette rue au moment même où ce grand projet de l'État va se réaliser. Voilà ce que je voulais dire assez rapidement. Il y a aussi quelque chose qu'il faudra faire sauter, là, si je peux dire, mais je pense qu'il y a des projets en cours, c'est-à-dire les voitures qui sont encore à l'intérieur. Moi, je ne peux pas comprendre qu'une direction comme la vôtre, qui est d'écologie, puisse se garer des voitures à l'intérieur d'un bâtiment. Donc ça, c'est fini. D'ailleurs, je sais qu'il y a d'autres solutions, c'est pour ça que j'en parle à mon aise, et que le préfet envisage d'autres solutions pour stationner des véhicules à un autre endroit, ce qui permettra d'avoir à la place du parking qui existe à l'intérieur, un espace végétal beaucoup plus important et qui améliorera encore davantage le site. Et puis, bon, évidemment, dernier point, c'est la tenue du chantier. Je remercie l'entreprise d'ailleurs de concentrer tout ce qui est locaux pour la construction de chantier à l'intérieur et non pas sur la voie publique, qui va être assez encombré parce qu'en face, il va y avoir des travaux aussi, mais totalement différents dans un centre de soins, de santé. Et donc, il va y avoir sans doute un certain nombre de choses à l'extérieur. Et puis, il y a le projet Pong, qui est à l'intersection des rues Cambronne et Miolis, réalisé dans les anciens bâtiments de Hadoma. Alors, ce sera un très beau projet sur le e-sport, notamment. Mais bon, il y aura des travaux importants, évidemment, parce que c'est assez gigantesque. Donc voilà, il faudra bien coordonner tout ça, mais je fais confiance aux opérateurs qui, jusqu'à présent, je dois dire, je ne dirais pas que c'est d'autant plus rare que ça doit être souligné, mais quand même, ça s'est parfaitement bien passé entre tous les partenaires de cette opération. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser à nos intervenants? Oui. Un micro. L'adresse du site internet, s'il vous plaît. L'adresse du site. Alors, vous avez oui, cité je pense qu'elle était. Pardon. Merci. C'était rénovation-du-6 miolis.fr. Parfait, c'est ça. Oui, merci. On a quelqu'un qui a une question au premier rang. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est
un commentaire, ou plutôt 2 commentaires et une question. D'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire et l'équipe qui est ici de ce que vous avez fait, parce que j'ai suivi moi très attentivement en tant que résident d'Harmonial 1, qui est une des 2 grandes résidences de la rue Meulys, le détail de tous les entretiens qui ont eu lieu. Et je ne peux que conseiller à tous ceux qui s'intéressent à ce projet d'aller justement sur ce site où il y a le résultat et de toutes les consultations qui ont eu lieu. Et notamment pour la partie du 2 février, vous avez l'intégralité de toutes les questions que nous avons posées et dont certaines ont été abordées ce soir, en particulier une qui n'a pas été abordée, mais qui est résolue, c'est le problème de la coordination avec les mouvements de l'école, évidemment, puisqu'il y a quand même une petite école. Et je vous invite à la lire, et je me permettais de dire peut-être à monsieur le maire, s'il en est d'accord, que ça vaudrait vraiment peut-être la peine d'afficher ce compte-rendu publiquement dans la mairie, parce que vraiment, on a la réponse à toutes les questions qu'on pourrait se poser ce soir. La seule question, et je dois dire que là-dessus, nous avons été très très bien informés. On a répondu à toutes nos questions, certaines d'ailleurs étaient quelquefois pas très agréables, mais ça a toujours été fait dans un esprit vraiment de concertation que je n'ai jamais vu, moi, dans toutes mes bagarres depuis 20 ans avec la mairie de Paris. Bon. Et en particulier, nous avons eu la concertation avec les mairies du 15e, mais la mairie de Paris, elle n'était pas aussi bonne. Bon. Ce que je voudrais dire enfin, et la dernière question, c'est à propos des ateliers. Je me suis inscrit pour l'atelier du 21 mars. J'ai eu une réponse électronique extrêmement rapide et gentille, qui a été suivie d'une deuxième réponse, qui était de dire oh, oui, d'accord, on a bien enregistré, mais on ne sait pas si on va vous prendre, parce qu'on vous dira ça dans quelques jours, pour le cas où il y aurait trop de monde. Alors je voudrais savoir dans combien de jours on pourra le savoir, puisqu'aujourd'hui, on est quand même bien avancé dans le temps. Et est-ce que si on va à cet atelier, on n'aura pas le droit d'aller à l'autre atelier, qui est celui sur les travaux, ce que laissait entendre plus ou moins la réponse que j'avais reçue. Voilà. Alors je ne veux pas prendre tous les ateliers, mais je pense que c'est 2 ateliers qui sont très importants pour pouvoir poursuivre ce dialogue. Voilà, je vous remercie. Alors, voilà, on m'entend. Déjà, pour répondre à votre question, mais tout d'abord pour vous remercier pour vos propos introductifs et vos encouragements, je dirais, sur la concertation et donc le travail que nous pouvons mener et qui nous tient particulièrement à cœur, tout aussi bien, et on le sait, à cœur de Monsieur le maire. Donc ça fait chaud au cœur d'entendre de tels encouragements et ça nous motive pour la suite et continuer dans ce sens. Alors pour les ateliers, donc je pense qu'en effet, il y a peut-être ce système de réponse automatique qui peut peut-être paraître un peu froid sur les règles du jeu, qui était en fait au départ de dire on n'était pas en capacité de dire combien on pouvait accueillir de personnes et donc de limiter. À ce stade, on a les candidatures et je peux vous assurer que toutes les candidatures qu'on a reçues à ce jour pourront participer au prochain atelier du 21 mars. On aura d'ailleurs d'ici là un peu réglé les questions de jauge de salle, vu les prochaines dispositions gouvernementales qui devraient arriver. Donc ce qui permet d'accueillir tous les volontaires qui auront bien voulu s'inscrire sur le site, en ayant quand même fait cette démarche, parce qu'il est nécessaire, vous le savez, pour des questions de gestion du public, de savoir combien on est à cet atelier. Et la présence à l'atelier ne préjuge pas et n'interdit pas d'être présent au deuxième. Je pense que c'est aussi bien d'avoir des participants qui sont dans la connaissance sur toute la durée des étapes. Ça permet d'être pour nous des interlocuteurs, je dirais, de choix et de qualité, puisqu'on travaille en connaissance de cause, en toute transparence, et c'est bien d'avoir un suivi. Donc bien sûr, il n'y a pas de limitation d'un atelier par rapport à l'autre. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? Oui. Oui. Monsieur Chapuis, je suis locataire de l'immeuble qui fait face donc à la préfecture, de l'autre côté de la rue Colonel Colonna-Dornano. Je tiens d'abord à préciser que cette rue est piétonne. Nous sommes battus dans les années 80 pour qu'il n'y ait aucune circulation dans cette petite rue
qui rejoint la villa Poirier. Et comment dirais-je, nous tenons beaucoup à préserver cet espace végétalisé. Malheureusement, cette cour est en très mauvais état. Nous avons essayé de mettre sa rénovation dans les projets participatifs, mais nous ne sommes pas assez nombreux par rapport à d'autres projets du 15e beaucoup plus importants. Mais j'espère qu'à l'occasion de cette magnifique réalisation, enfin je l'espère, peut-être qu'il restera un peu de sous pour remettre en état notre jardin et ce passage où il y a beaucoup d'enfants qui l'empruntent. Maintenant, sur le projet, je voudrais avoir 2 précisions. D'abord, où sera l'emplacement de la grue, exactement, dans l'ensemble de la préfecture. Et par ailleurs, moi, je vois très mal les 5700 m² d'extension sans surélévation des bâtiments ou tout autre moyen. Je voudrais avoir un peu plus de précision pour savoir où on met ces 500 700 m² supplémentaires. Je vais répondre sur la grue. Il faudrait mettre sur un plan. Oui, voilà. La grue, en fait, elle va simplement servir à construire les 2 extensions qui connectent les bâtiments A et B. Les extensions en mixte bois-béton. Donc en fait, elle est en plein milieu du futur patio végétalisé. Voilà. Donc en fait, elle couvre vraiment le centre du site. Elle ne cherche pas à aller plus loin. D'ailleurs, il n'y a pas de survol sur la rue. Il n'y a pas de survol sur les voisins, évidemment. C'est réglementaire. Mais voilà, la position du fût de la grue, c'est vraiment au centre du site. On peut difficilement faire plus optimisé. Entre le bâtiment A et le bâtiment B. Voilà, en fait, les mètres carrés créés, ce sont effectivement 2 bâtiments de liaison qui vont relier. Il y en a déjà un de bâtiment de liaison. Oui, mais aujourd'hui, il est uniquement un rez-de-chaussée. Oui. Et donc, ce bâtiment, on va le monter. Il va relier, en fait, et il est très bien placé parce qu'il est à proximité des circulations verticales. Et on en fait un deuxième que vous voyez ici. Oui. Et c'est ça qui va nous permettre de créer l'essentiel des mètres carrés. Et ensuite, on va aussi jouer sur l'épaisseur des bâtiments existants qui nous permettent d'optimiser un peu les mètres carrés. Mais, comment dirais-je, il ne sera pas une hauteur plus importante que les bâtiments A et B. Ah bah non, l'intérêt c'est de... Voilà. En fait, il y a un intérêt de densification sans surélévation. Et puis fonctionnellement, c'est très intéressant parce qu'on va plus avoir 2 bâtiments qui n'avaient aucune communication dans les étages, mais ça permet de créer des étages de bureaux qui bouclent. Et donc c'est très intéressant dans l'organisation fonctionnelle intérieure. C'est comme ça qu'on résout l'augmentation de surface. D'accord. Oui, parce que vous ne touchez pas au sous-sol, hein, vous l'avez dit. Non. Vous ne créez pas de parking en sous-sol. Non. Et comment dirais-je, pendant tous ces travaux, où sera le personnel actuel ? Alors, comme on l'a dit, vous avez vu, l'ampleur des travaux est quand même très conséquente, puisqu'on va en gros avoir une rénovation très lourde. Ça veut dire qu'on va déshabiller complètement les bâtiments actuels. Vous avez vu que l'image du futur bâtiment n'a rien à voir avec l'image qu'il a aujourd'hui. Donc, ça va nécessiter un déménagement de tous les fonctionnaires qui sont actuellement sur le site, sur un site provisoire, qui reviendront une fois, évidemment, le chantier terminé. En 2025, d'accord. Merci. Ce qui permet aussi de gérer dans un temps court le chantier. Ça évite d'avoir des phases. On fait une partie, on aménage, on fait la deuxième. Là, on part toute la durée du chantier, ce qui permet de resserrer aussi la question du délai du chantier. Bonjour. Je voudrais savoir comment vous envisagez l'arrivée de toutes les personnes qui vont travailler sur ce site. Est-ce qu'il y aura des parkings tout autour, puisqu'apparemment il n'y aura plus de voitures à l'intérieur. Et actuellement, on se gare facilement dans le quartier. Est-ce que l'arrivée de beaucoup de personnes qui vont travailler sur le site va compliquer le stationnement? Et d'autre part, par rapport aux stations de métro, seront-elles à la hauteur de l'arrivée de tous les travailleurs en plus de ceux d'aujourd'hui?
Alors, vous l'avez vu, ça a été évoqué, et Monsieur le maire en a parlé aussi, la logique de ce projet, et aussi dans l'ambition qu'elle porte, c'est ce volet environnemental, cette question de impacter le moins possible sur notre environnement et de répondre à toutes nos exigences actuelles de développement durable, de développement soutenable. Donc on va très fortement limiter la place de la voiture sur le site, hormis il y aurait quelques places de stationnement pour des véhicules de service qui sont nécessaires à certaines missions des services, mais pas davantage de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et on va fortement réduire les emprises actuelles de place globale sur ce site. Donc l'enjeu, et c'est de se porter aussi dans les ambitions à venir du futur PLU bioclimatique de Paris, c'est qu'on vient sur le site en transport en commun. Donc tous les agents n'auront pas de véhicules individuels, ils viendront avec les transports. On a la chance, et c'est une des volontés aussi du préfet de région, que de soutenir ce site au cœur de Paris intramuros, dans un quartier tel que celui de la rue Miolis et du 15e, c'est d'être très bien desservi par les transports en commun, et ce qui a facilité aussi le choix de porter sur ce site-là cette densification de services de l'État. Je ne pense pas pouvoir préjuger du risque sur la capacité des métros d'aborder 400 agents qui viendront, peut-être pas tous en même temps d'ailleurs, sur le site. Et je pense qu'il est, à mon avis, largement dimensionné pour répondre à cet apport supplémentaire. Alors moi, j'ai juste une petite question pratique. Les horaires de chantier, c'est quoi concrètement ? Alors, bon, le chantier aura lieu quand même dans plus d'1 an, et donc il y aura quand même un ajustement, mais je ne voudrais pas dire le contraire de ce qu'on a dit la dernière fois, là. Mais ça peut être classiquement, c'est 7h30 et le soir, maxi 18h en ordre de grandeur. Après, les gens ne font pas des journées, toutes les entreprises ne travaillent pas de 7h30 à 18h, parce que bon, il y a les 39 heures déjà, et puis les gens ne passent pas leur temps à faire des heures supplémentaires. Donc voilà, c'est la fourchette horaire. C'est juste pour dire que ça ne démarrera pas excessivement tôt le matin, ni ça ne se terminera excessivement tard le soir. Voilà, ça sera pas nécessaire d'avoir des plages horaires étendues, on va dire. Voilà. De là, vous annoncez vraiment une fourchette très précise. Ça serait un peu osé de ma part, parce que voilà, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui vont intervenir. Il y a des sous-traitants, il y a des co-traitants, il y a tout un maillage de travailleurs qui vient, qui n'arrivent pas forcément tous à la même heure et qui ne partent pas tous à la même heure. Voilà. Je voudrais rajouter une contrainte supplémentaire quand même, en fonction des nuisances sonores et de leur intensité, la préservation de la sieste de la maternelle du groupe scolaire Miolis. Nous exigeons dans les constructions à proximité des écoles qu'on puisse respecter les heures de sieste des enfants de maternelle. C'est une question d'organisation, après de coordination. Et puis voilà, donc voilà. Enfin, je pense que vous l'avez pas vu parce qu'on en a déjà parlé, mais puisqu'on évoque ce sujet très important, je préférais le citer. Effectivement, ça va demander pas mal d'organisation et de communication, surtout. Voilà. Puis profiter des périodes hors période scolaire. Voilà, il n'y a peut-être pas de sieste. Enfin, il faut vraiment communiquer sur toutes les possibilités d'optimisation. Voilà, il y aura je ne l'ai pas mentionné, mais on aura un référent chantier, alors à voir exactement comment ça se traduit. Mais voilà, il y aura une communication avec le chantier qui sera établie, et le but sera de se remonter les informations pour que voilà, tout se passe bien. Évidemment, un chantier zéro nuisance, ça n'existe pas. Par contre, on peut les limiter et surtout les adapter aux contraintes des gens. Et s'assurer qu'il y ait toujours un passage pour aller à l'école, tout simplement, parce qu'il y a des travaux également sur le trottoir d'en face. Oui. Donc ça peut... Voilà. Après, là, ça, on a l'habitude de faire sur les chantiers urbains, c'est de faire un système de portillons pour absolument éviter le croisement entre un camion et un enfant, ce qui serait dramatique. Donc voilà, par ce petit système de portillons, les gens, malheureusement, quand ils arrivent pendant qu'un camion passe, ils attendent un peu. Mais par contre, on évite l'accident, et je pense que c'est l'essentiel. Voilà. Alors, nous allons passer maintenant à la présentation de l'Agence spatiale européenne avec... Pardon, merci. Merci beaucoup. Donc, avec Monsieur Laurent Joniot et Madame Charlotte Duplat-Bill.
Bonsoir. Alors, je ne suis pas Laurent Geniot, je suis José Massia, chef de projet adjoint. Je travaille avec Laurent qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Et je suis accompagné également de Charlotte Duplaville pour Sogelim. Merci beaucoup de nous avoir invités ce soir. La fois dernière, c'était il y a 1 an, en distanciel. Donc aujourd'hui, on a voulu faire un petit peu une rétrospective sur ce qu'on a fait pendant 1 an. Et on va vous montrer justement une petite vidéo. Et ensuite, on pourra répondre à vos questions. Donc voilà la façade qui avait été dessinée par Atelier Dupont, l'architecte, qui voyait dans cette faille un décollage de fusée, qu'on avait présenté également il y a 2 ans. Donc on a un projet qui se situe, certains d'entre vous le connaissent bien, dans un tissu urbain très dense. On a commencé donc depuis la fin de l'année 2020 à démolir les façades. Et dès le printemps 2021, on a commencé à reconstruire, donc à poser la façade sur la rue Marionikis, de part et d'autre, et également dans l'angle. Donc vous voyez les bâches de protection qui avaient été installées et retirées pour la pose de la façade de l'angle. Et le rendu que nous aurons prochainement. Donc voilà la vue aérienne du projet. Et la même chose sur la façade, sur le côté impasse Griselle. Donc on avait un bâtiment qui a été démoli, entièrement démoli, ainsi que les étages de parking que nous avions, pour reconstruire le centre de conférence, le restaurant d'entreprise et le centre de conférence. Donc bien évidemment, nous avons travaillé avec les riverains. Vous voyez que le mur mitoyen a été démoli et reconstruit. Il y a eu beaucoup de concertation également avec les riverains pour réaliser ce chantier. La verrière a été posée, ainsi que la toiture côté Nikis. Vous voyez qu'elle se déroule en haut à gauche. Et la photo qui a été prise aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes déjà en train de poser la façade sur l'arrière du bâtiment Nikis. Donc le plus beau bureau de Paris se situe au niveau de la grue. C'est le grutier qui l'a. Et voilà l'impasse Griselle, qui est une impasse... il y aura un autre visuel tout à l'heure. Donc voilà le centre de conférence. Donc nous pourrons accueillir nos États membres, nos délégués pour nos réunions. Et ce centre de conférence est divisible en 3 grandes salles. Voilà l'impasse Griselle telle qu'elle l'était il y a 2 ans. On va vous faire également, on va vous montrer quelques vues de l'intérieur. On ne l'a pas fait jusqu'à présent. Donc au centre, on aura cet escalier monumental que vous avez vu et le restaurant d'entreprise. Là, on se situe au 1er étage avec l'accès aux salles de conférence. Et voici la salle dans la plus grande capacité et une des 3 salles. Donc on voit bien le projet. On avait également travaillé avec la mairie. Il y a un projet de piétonisation. Donc la rue Marionikis dessert un immeuble, donc le 4 rue Marionikis, et ensuite l'Agence spatiale européenne. Donc on a travaillé également avec la mairie et avec le 4 rue Marionikis, voir comment ce projet de piétonisation peut aboutir. Comme le fait l'UNESCO, on a pensé également à faire une exposition sur le côté de la rue pour montrer donc, les métiers de l'ESA. Et on souhaite également s'ouvrir sur la ville. Donc sur le bâtiment d'angle, vous aurez ce qu'on appelle l'Astrolabe, où nous pourrons accueillir des écoles, donc dans un nombre qui nous sera imposé par les réglementations, mais pour faire découvrir le métier du spatial à toutes les personnes qui souhaitent venir voir
Ce que fait l'ESA. En termes de planning, je peux peut-être revenir un petit peu en arrière, ça allait un peu vite. Hop. Donc en termes de planning, voilà, donc nous sommes actuellement ici. Je suis désolé, c'est en anglais. Donc, mais avec l'installation de la façade et de la verrière qui est bientôt achevée. Ensuite, vont démarrer, dans la continuité, nous aurons les travaux intérieurs. Et comme prévu, nous devrons, le bâtiment sera livré à l'automne 2022, donc dans quelques mois. Et nous démarrerons ensuite donc, quelques travaux preneurs pour pouvoir emménager sur le site en avril 2023. Donc, dans un peu plus d'un an, nous redéménagerons notre bâtiment temporaire qui se situe dans le 7e et nous réintégrerons notre site, notre siège historique depuis 45 ans. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions ? On va vous passer un micro, madame, si vous voulez bien. Mais d'abord, monsieur, allez-y, posez votre question. Et ensuite, oui, merci beaucoup. Vous avez parlé de la piétisation de la rue Méolis. Est-ce que ça va communiquer avec la rue Garibaldi aussi ou juste la rue Suffren, de l'aspect piétonné? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que la zone piétinée, est-ce que ça va communiquer avec le rue Garibaldi en plus que le Suffren ou juste Suffren? Non. Non, la piétonisation ne concerne que la rue Marionikis et s'arrête vraiment s'arrêterait à la rue Marionikis, puisque la rue Marionikis est continuée par la rue Chasse-Louloba. Donc elle ne concerne pas la rue Chasse-Louloba, elle ne concerne vraiment que les 100 mètres en fait, que fait la rue Marionikis. Et elle ne débuterait que vraiment à partir du bâtiment d'angle pour laisser accès à l'immeuble 4 rue Marionikis, pour leur laisser, mais elle n'irait pas jusqu'au boulevard Garibaldi. Et pour l'instant, c'est en discussion et il y a une concertation qui a lieu. Tout à fait. Une autre question, madame, vous vouliez poser une question? Si vous pouvez passer le micro, merci. Comme ce sera en partie accessible pour les écoles, le public ordinaire pourra avoir accès? Alors oui, donc le bâtiment d'angle, la zone que je vous ai montrée qui s'appelle l'Astrolabe, est faite pour le public. Donc quiconque pourra accéder à cet espace sans avoir à faire un badge. C'est vraiment le souhait qu'on a. C'est vraiment le souhait de l'ESA. On ne pourra pas rentrer dans le bâtiment parce que là, pour le coup, il y aura un système de scan bagages de sécurité, donc ça, c'est pas possible. En revanche, les quelques mètres carrés que je vous ai montrés à l'écran, c'est accessible au public. L'impasse Grisel, il y aura le trafic de l'accès au parking de l'ESA? Alors, il existe un parking qui n'est pas qu'à l'ESA en fait. Oui. Il y a la FUL, il y a tout le square Lamendal, et il y a effectivement un très grand parking qui se situe en dessous. Et l'impasse Grisel ne dessert principalement que ce grand parking. L'ESA est copropriétaire. Donc nous avons des places de parking dans ce parking. Donc oui, nous utiliserons ce passage. Vous continuerez d'utiliser cette entrée-là? Tout à fait. D'accord. Et à la fin des travaux, l'impasse Grisel sera mise en beauté, remise, disons, sous un aspect qui soit plus agréable que ce qui est actuellement. Alors ça, c'est peut-être la ville plutôt qui sera concernée. Il y aura un accès piéton, j'imagine, côté Grisel. Il y a toujours eu un accès piéton. Il y a un trottoir de part et d'autre. Bon, après, c'est une impasse. Pour l'ESA. Pour l'ESA, oui, l'ESA a son accès. On utilisera le trottoir et en bout de parcelle, on aura l'entrée sur notre siège. D'accord. Pour les gens qui arrivent du métro. Tout à fait, exactement. Et cet accès sera réservé aux collaborateurs. Ok.
vous remercie pour tous ces éléments. L'Astrolabe, l'espace dont vous avez parlé et qui pourrait être accessible aux écoles, pourrait être accessible aussi à d'autres types de publics? C'est vraiment accessible au public. C'est le souhait de l'ESA que d'ouvrir cette activité, enfin cet espace au public, montrer ce que fait l'ESA. Il y a des contraintes en termes de nombre de personnes qui peuvent rentrer en même temps dans cet espace. Donc si ces contraintes sont respectées, à partir du moment où ces contraintes sont respectées, tout le monde peut rentrer dans cet espace. Du coup, qu'est-ce que vous imaginez comme usage? C'est-à-dire que ce sera pas, c'est pas comme un musée ou comme quelque chose d'ouvert totalement. C'est plutôt par groupe, c'est plutôt par. Ça peut être par groupe. Effectivement, on est en train de travailler dessus en ce moment. Donc, ce sera certainement par groupe. Il peut y avoir donc des universitaires qui peuvent venir chercher des informations. Parce qu'on dispose d'une grande bibliothèque sur le spatial. Et l'idée, c'est de digitaliser tout ça et que ce soit accessible facilement dans cet espace. Ensuite, l'autre idée, c'est de faire des expériences, pouvoir accueillir des gens pour faire des expériences, mettre des lunettes 3D, se balader sur Mars, voir la planète d'en haut. Voilà, on est vraiment en train de travailler. Je comprends bien l'intérêt, mais c'est plutôt ma question, pour quel type de public et si les riverains pourront d'une manière ou d'une autre y accéder. Tout à fait. Oui, non, c'est vraiment, j'ai bien compris. Il faudra qu'ils se structurent en association, enfin, il faudra forcément être porté par une structure pour venir, c'est ça? Ou des particuliers pourront y accéder? Des particuliers pourront venir. Donc on est en train de travailler sur les horaires d'ouverture de cet Astrolabe, mais vraiment, les particuliers pourront venir. Pas la peine d'être une association ou quoi que ce soit. Il y aura on appelle le Space Shop, il y aura une petite boutique pour venir acheter des goodies, enfin des petits objets, pardon. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et la dernière demande qu'on a reçue, c'est d'y mettre de la nourriture, de ce qu'ils mangent sur la Station Spatiale Internationale. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Il n'y a plus de questions? Non. Merci beaucoup d'être intervenu. À très bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Au revoir. Et donc maintenant, c'est Mathieu Luignot qui va intervenir au sujet du renouvellement du PLU parisien. Bien, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Donc je vais vous faire un petit point sur la rénovation du PLU. J'avais déjà fait une brève introduction de la nouvelle période de révision du PLU lors de la dernière réunion de ce Conseil des quartiers au mois de novembre 2021. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans la deuxième phase de révision du plan local d'urbanisme qui concerne le plan d'aménagement et de développement durable du PLU. Si on regarde en fait, qu'est-ce que c'est que ce PADD, ce plan d'aménagement et de développement durable? Eh bien, c'est le document du plan local d'urbanisme qui va fournir et définir les grandes orientations que la ville de Paris souhaite insuffler en matière d'urbanisme pour les 10-15 prochaines années. Et vraiment, ce plan d'aménagement et de développement durable, il va quelque part donner les règles générales qui vont s'appliquer à la rédaction des règles plus techniques d'urbanisme qui seront appliquées sur l'ensemble du territoire parisien et qui seront votées tout au long de la procédure par le Conseil de Paris. Donc c'est vraiment un document cadre qui donne les grandes orientations politiques de la ville de Paris en matière d'urbanisme et qui se traduit autour de 9 orientations que je vais vous présenter dans une petite minute. Et c'est vraiment un document stratégique, c'est pourquoi on vous invite à participer un maximum aux différents dispositifs qui vous sont proposés et dont je vais vous parler à l'instant. Et vous pouvez voir à l'écran différentes modalités de consultation des habitants qui ont été mises en place
par la ville de Paris et par la mairie du 15e arrondissement. Je le disais tout à l'heure, au mois de novembre, on vous avait sollicité sur la proposition d'espace que vous souhaitez voir protégé dans le plan local d'urbanisme. C'était quelque part une pré-consultation que nous avions mis en place à la mairie du 15e, pour laquelle je dois vous dire que nous avons reçu des contributions très qualitatives de certains conseils de quartier ou habitants, dont peut-être d'ailleurs certains sont présents ici ce soir. Et donc pour ça, déjà, je souhaitais vous remercier tout particulièrement. C'est très précieux pour nous. Ça nous a permis de faire des remontées à la ville de Paris en proposant des nouveaux bâtiments à protéger au titre de leur qualité historique, donc en tant que patrimoine, protection patrimoniale de la ville de Paris, ou des espaces verts qui ne faisaient pas encore l'objet de protection et que nous avons proposé en tout cas à la protection dans le prochain plan local d'urbanisme. Depuis la fin du mois de janvier et jusqu'au 1er avril, vous êtes aujourd'hui invités à vous prononcer sur ces 9 orientations que je vais vous présenter dans un instant sur le site id.paris.fr, avec la possibilité que vous avez de finalement remplir un questionnaire pour vous exprimer sur ce que vous souhaitez voir inscrit comme orientation dans ce futur projet d'aménagement et de développement durable, ou à contrario aussi évoquer ce que justement vous souhaitez voir éviter. Donc par exemple, si vous souhaitez, vous pouvez avoir des propositions plus positives en nous expliquant que vous souhaitez davantage d'espaces verts. Vous pouvez, à contrario, avoir des propositions à la négative en expliquant que vous souhaitez peut-être moins de déplacements motorisés ou moins de densification, par exemple. En parallèle de cela, nous avons aussi mis en place à la mairie d'arrondissement un questionnaire qui vous a sans doute été distribué à l'entrée, ou que vous pouvez en tout cas récupérer aujourd'hui, qui est une version synthétisée, je dirais, de ce questionnaire disponible sur le site id.paris.fr, qui vous permet là aussi de remplir ces 9 propositions d'orientation pour y indiquer là aussi ce que vous souhaitez voir ou ce que vous ne souhaitez pas voir dans les prochaines grandes orientations de votre plan local d'urbanisme. Donc ces 9 orientations, je pense qu'elles s'affichent à l'écran. Voilà, vous en avez une grande diversité. Donc, comme vous pouvez le voir, le principe de ces orientations, c'est de couvrir un champ assez large. Donc, vous avez d'abord la nature en ville. Donc là, l'objectif, c'est de vous exprimer sur ce que vous souhaitez en termes de végétalisation, notamment. Quel type de développement, par exemple, de trame verte, vous souhaitez voir à l'avenir. Ce que vous souhaitez en termes de réduction d'empreinte carbone. Comment est-ce que ça se traduit en termes de mobilité, d'isolation des bâtiments dans ce PLU qui sera, je le rappelle, bioclimatique. Comment est-ce que ça se traduit en orientation de santé environnementale. Donc, est-ce que vous avez des idées, des propositions, des orientations à suggérer sur bien la préservation de la biodiversité, la lutte contre les nuisances sonores? Qu'est-ce qui, selon vous, doit être la nouvelle politique urbanistique de logement? Donc, est-ce qu'il faut du logement davantage mixte? Quelle doit être la place des classes moyennes dans ce prochain plan d'aménagement et de développement durable? Comment est-ce qu'on fait de Paris une ville attractive en tant que capitale mondiale? Donc, qu'est-ce qu'on y fait en matière d'attractivité économique? Comment est-ce qu'on insère Paris dans la métropole du Grand Paris? Donc, quel lien on peut développer avec les autres villes avoisinantes? Comment aussi est-ce qu'on insère la ville de Paris dans une dynamique productive avec tout ce qu'on sait aujourd'hui des nouveaux usages en matière d'économie circulaire, d'agriculture urbaine? Est-ce que vous avez des propositions, par exemple, sur la préservation de l'artisanat dans Paris, dans les arrondissements? Est-ce que vous souhaitez voir une ville qui s'accapare davantage les évolutions en matière de ville connectée, par exemple? Ou encore, qu'est-ce que vous souhaitez en matière de ville du quart d'heure? Donc, est-ce que vous avez des besoins particuliers en équipement public à exprimer, en crèche
ou encore en commerce de proximité. Et enfin, tout ce qui tourne autour du paysage urbain. Donc, je viens de le mentionner tout à l'heure, on avait déjà fait tout un travail autour du patrimoine de la ville de Paris, mais c'est aussi encore un moyen de prolonger cet échange sur vos besoins en termes de protection du patrimoine. Est-ce que, en matière de perspective visuelle, de densification, de hauteur du bâti dans la ville, quelles sont vos perceptions, vos envies dans le prochain plan local d'urbanisme? Et enfin, comment est-ce qu'on fait de cette nouvelle politique d'urbanisme quelque chose qui s'intègre dans l'architecture urbaine aujourd'hui à Paris? Comment est-ce qu'on intègre les nouveaux bâtiments dans le patrimoine urbain parisien? Et comment est-ce qu'on réhabilite le bâti déjà existant? Et enfin, vous avez une toute dernière possibilité qui est évidemment d'apposer n'importe quelle autre observation que vous auriez dans la rubrique autre que vous retrouvez donc à la fois sur le site id.paris.fr et sur le petit questionnaire qu'on vous a fait circuler ce soir. L'idée de ce petit questionnaire, c'est un complément pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de se rendre sur le site id.paris.fr. C'est un autre véhicule pour nous de recueillir vos attentes, vos perceptions sur ce plan local d'urbanisme à venir, et on l'ajoutera à la copie de la mairie du 15e arrondissement et on le fera remonter à la mairie de Paris à la fin de la période de concertation qui, donc, comme je le rappelle, se termine le 1er avril 2022. Vous avez également la possibilité de vous inscrire à 2 séries d'ateliers. Vous aurez donc à partir de la fin de la semaine et au cours de la semaine prochaine ce que la ville de Paris appelle la semaine Ville inclusive, productive et solidaire. Vous avez la possibilité de vous inscrire à des ateliers thématiques avec des animateurs qui vont un petit peu vous expliquer les grandes perspectives de la ville de Paris sur le thème en question. Et vous avez, s'affiche ici à l'écran, et puis vous pouvez retrouver ces informations sur le site de la ville de Paris, des ateliers ouverts au public, notamment donc le 15 mars et le 17 mars, avec à la fois un format présentiel ou distanciel, en fonction de ce que vous préférez, de ce que vous pouvez faire. Et également la semaine qui suivra, un atelier sur les identités urbaines. Donc là aussi, comment est-ce que la ville peut mieux valoriser et considérer des identités urbaines variées, avec là aussi des ateliers en présentiel et en distanciel. Voilà ce que je voulais vous présenter rapidement comme point d'étape sur cette révision du plan local d'urbanisme. Encore une fois, l'objectif de cette phase de consultation sur le plan d'aménagement et de développement durable, c'est vraiment recueillir quels sont vos ressentis, vos idées, vos souhaits concernant ces 9 thématiques pour cette orientation qui est vraiment là pour donner un cadre global de la politique parisienne en matière d'urbanisme à venir dans le prochain plan local d'urbanisme. Et tout ça doit conduire ensuite, comme j'avais pu le mentionner lors d'une précédente réunion, à la rédaction du texte réglementaire du plan local d'urbanisme qui aura lieu dans le courant de l'année 2023 et qui se fera donc en concertation des habitants là aussi, et qui sera discuté en Conseil de Paris. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions, elles sont évidemment les bienvenues. Et je vous encourage à nouveau, pour ceux qui ne l'auraient pas, à récupérer donc ce petit document que vous pouvez soit nous retourner en version papier à l'accueil de la mairie, ou remplir d'ailleurs dès maintenant, ou que vous pouvez aussi nous envoyer par courriel. L'adresse est indiquée sur le petit document. Et puis je le rappelle, le site id.paris.fr. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou n'hésitez pas. Je voulais juste vous demander ce papier, enfin ce document, il est destiné uniquement au conseil de quartier, ou c'est à l'attention de... Non, en fait, c'est vrai que il est à destination de tout le monde. C'est vrai que sur ce document, il y a une... En haut du document, vous avez la possibilité de préciser de quel conseil de quartier vous êtes, enfin à quel conseil de quartier vous appartenez.
c'est une manière de comprendre un petit peu à quoi se réfèrent les grands enjeux que vous pouvez mentionner sur l'affiche. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de remplir d'ailleurs cette partie-là si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas le faire, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous en prie. D'autres questions peut-être ? Pour ce qui concerne les ateliers, est-ce qu'il y a une préinscription ? Est-ce qu'il y a un site, une adresse mail, quelque chose ? Ou est-ce que ça c'est à définir encore ? Alors, pour les ateliers, vous pouvez vous inscrire, mais c'est sur le site de la ville de Paris. Vous avez un site qui est dédié au PLU, à la révision du PLU. Donc, si vous tapez ville de Paris PLU, vous tombez dessus et vous pouvez vous inscrire pour les ateliers. Donc, c'est géré par sans doute par la direction de l'urbanisme de la ville de Paris, mais c'est pas géré par les mairies d'arrondissement, donc je ne saurais pas vous dire après comment est-ce qu'ils procèdent exactement, est-ce qu'ils vous envoient un mail de confirmation. Enfin, j'imagine que ça passe par les procédures standards, vous vous inscrivez, vous recevez confirmation et voilà. D'autres questions ? Moi, j'ai une petite question plutôt pratique. Comment sont remontées les informations sur les formulaires papier après ? Alors, donc les formulaires papier, ensuite, nous, en fait, on les verse à la copie qui est présentée par la mairie d'arrondissement à la ville, puisqu'il y a non seulement donc, les habitants, les conseils de quartier, mais il y a aussi la mairie d'arrondissement qui fait remonter ses observations, ses remarques. Et donc, on ajoutera les commentaires qu'on aura reçus par le biais de ces formulaires à notre copie, comme on avait pu le faire, encore une fois, quand on a recueilli vos demandes en matière de protection du patrimoine ou des espaces verts. On a ajouté ça dans un grand document qu'on a fait passer donc, au cabinet d'Emmanuel Grégoire, qui est l'adjoint en charge de ce dossier-là. J'ajoute peut-être juste que les conseils de quartier aussi ont la possibilité de remplir une contribution pour ce PADD. On a eu un séminaire de formation avec des représentants de chaque bureau des conseils de quartier il y a une semaine ou une dizaine de jours. Donc les conseils de quartier ont aussi la possibilité de remplir ce qu'on appelle un cahier d'acteurs en ligne. Et donc si vous souhaitez passer directement par votre conseil de quartier pour demander à ce que vos observations soient apposées à la copie du conseil de quartier directement, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire, et vous pouvez pour ça vous rapprocher de la présidente ou du président de votre conseil de quartier, enfin une présidente en l'occurrence. Donc il y a un panel assez large de possibilités, mais pour ça vous avez eu au moins un, si ce n'est deux, représentants de votre conseil de quartier qui ont assisté à cette réunion. Il y aura sans doute une communication qui sera faite, ou en tout cas la possibilité d'interagir avec votre conseil de quartier là-dessus. Merci Mathieu pour ta présence ce soir. Je vous en prie. Merci à vous tous d'être venus ce soir. À très bientôt. Merci. Oui, allez-y. Oui. Il y a quelqu'un qui veut poser une question devant. Oui, je suis un peu inquiète de voir que nous sommes aussi peu nombreux ce soir. Et je me pose un problème. En parlant avec des habitants, je constate qu'ils ne connaissent pas les conseils de quartier. Ils ne savent même pas que certains qui viennent à Paris, qui viennent d'habiter à Paris, ne savent même pas qu'ils existent. Alors, est-ce qu'on ne pourrait-on pas utiliser les boîtes aux lettres pour prévenir les gens du quartier qu'il y a un conseil ? C'est pas possible qu'il y ait aussi peu de monde. Et on fait généralement des affichages dans les halls d'immeubles, les choses comme ça. Non, j'ai pas vu. Il n'y en a pas forcément partout. J'ai pas vu, j'ai jamais vu, non. Il y en a, généralement. On peut pas utiliser les boîtes aux lettres, non? Il y a eu des flyers et il y a eu des affichages, mais il n'y en a pas eu beaucoup cette fois-ci, c'est vrai. Parce que c'est tout de même dommage de voir un conseil qui est très intéressant, mais finalement, très peu d'habitants en profitent. Alors, d'autre part, il y a un autre problème, c'est
Ce qui m'étonne toujours, c'est de voir le comportement des gens. Je vois la rue des volontaires avec des masques tombés sans arrêt sur les trottoirs. Les gens jettent leurs masques. Et je regarde, il n'y a absolument pas de poubelles. Il faudrait absolument accroître le nombre de poubelles dans les rues, parce que les mégots de cigarettes et les masques, tout de même, c'est très, très, très déplaisant. Il n'y a pas suffisamment de poubelles. Je vois à l'arrêt du bus rue de Vaugirard, les gens qui attendent le bus fument, et puis bon, le bus arrive, et puis on jette la cigarette par terre, parce qu'il n'y a pas de poubelle près de l'arrêt du bus. Il faudrait absolument accroître, j'ai l'impression. Très bien, Voilà. je vais le signaler pour la rue des Volontaires et la rue de Vaugirard. Juste une précision supplémentaire pour vous dire que les conseils de quartier, on les annonce aussi via la newsletter de la mairie d'arrondissement, qu'on publie plusieurs reprises. Alors je sais que c'est pas forcément... tout le monde n'a pas forcément réception de la newsletter, mais elle cible quand même un public de plus en plus large. Donc c'est aussi un canal via lequel on notifie les habitants de la tenue des conseils de quartier avec à chaque fois la date de réunion, l'ordre du jour, le lieu de réunion. Et puis vous avez aussi le journal municipal qui, quand la date de publication correspond à la date de tenue des conseils de quartier, qui permet aussi d'informer les habitants. Et puis après, il y a effectivement les flyers et autres qui... Et il y a aussi sur le site de la mairie du 15e, après vous avez en replay le conseil de quartier avec toutes les infos. Alors, la question du direct, elle est malheureusement pas possible en l'état parce que les écoles où se tiennent l'essentiel des réunions de conseil de quartier ne sont pas aujourd'hui suffisamment équipées en termes de bande passante, donc elles ne permettent pas en fait de retranscrire en direct les conseils de quartier. C'est pour ça qu'on ne peut pas les retranscrire en direct. On s'est déjà penché sur la question, donc il faudrait pour ça équiper les écoles en meilleur accès, meilleure connectivité. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est pas possible. Même avec la 5G, effectivement, le débit est pas suffisant malgré. On a pensé effectivement à des clés 5G, mais ça suffit pas. On avait envisagé, je crois, un conseil de quartier d'augmenter les lieux d'affichage parce qu'il y a certaines écoles où on pourrait éventuellement peut-être mettre une affichette pour le conseil de quartier. Alors, il y a des panneaux devant certaines écoles, mais ce serait compliqué d'en créer d'autres, je pense. Mais le mieux, en fait, c'est souvent les conseillers de quartier qui soit boitent, soit vont voir les commerçants, font toutes ces démarches. Mais c'est vrai que ce soir, il n'y avait pas assez de monde, je vous le conçois. Mais on va travailler là-dessus. Puis après, c'est selon les thèmes aussi, les disponibilités des gens. Enfin, tout n'est pas évident. Mais je l'ai bien noté. D'autres questions ? Très bien. Mais je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.